Cheers. À partir de l'ovulation, ça se dégrade en fait. Juste avant les règles, c'est vraiment comme s'il n'y a plus rien qui passe. Enfin, moi, je dis souvent, c'est comme si j'ai plus de peau, puis tout me colle dessus. Les humeurs fluctuantes, vraiment de péter mon plomb chaque mois, quoi. Et puis de m'en vouloir encore en plus. Zoé est dingue. Est-ce que vous êtes dingue ? Est-ce qu'on n'est pas tous plus ou moins dingues ? Soyons justes, pour notre épisode du jour, nous sommes, ou plutôt vous n'êtes que 50% à être concernés de près ou de loin par cette dinguerie. Parce qu'elle est liée au cycle menstruel. Et, jusqu'à preuve du contraire, les hommes n'en ont pas. Nous allons parler du TDPM, le trouble dysphorique prémenstruel. Je m'appelle Adrien Zerbini, je suis journaliste scientifique, plus ou moins dingue, mais peu soumis au cycle de la Lune. On va dire les choses clairement. Le trouble dysphorique prémenstruel est, pour celle qui le vit, un calvaire. Avec jusqu'à 150 symptômes différents, des douleurs physiques, troubles du sommeil, de l'humeur, bref, c'est l'enfer. Et cet enfer, il est vécu par 8% des femmes. Moi, quand j'ai appris ça, je suis tombé de ma chaise. 8%, c'est énorme. Alors qu'on est nombreux à n'avoir jamais entendu parler de ce trouble. Alors peut-être que les femmes connaissent mieux cette pathologie que les hommes, mais même ça, c'est un problème. Il vaudrait mieux que tout le monde, sans question de genre, connaisse ce trouble, parce qu'il impacte tout le monde. Et la connaissance de cette maladie éviterait encore ces fameux... Ouais, mais t'inquiète, si tu veux mon avis, Solange, elle a ses ragnagnas, et puis c'est tout, hein. Encore une chose, le trouble dysphorique prémenstruel est une forme sévère de syndrome prémenstruel. Avoir des symptômes physiques et émotionnels modérés dans les 5 jours avant les règles, ça n'est pas normal, mais c'est fréquent. Quand il s'agit de symptômes d'intensité modérée, la prévalence est un peu floue, on parle de 20 à 40% des femmes. Mais pour les 8% qui sont atteintes de ce TDPM, on ne parle vraiment plus de symptômes modérés. D'où ce mot étrange de dysphorie. La dysphorie, c'est un état de malaise douloureux. En fait, en français, ce mot se comprend facilement par son contraire, l'euphorie. Voici l'histoire de Zoé. On est le 30 novembre 2016. C'est le matin. Je me lève et j'ai juste pas envie de vivre. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'ai des pensées vraiment noires. Et j'arrive plus à lutter contre cette pensée. J'ai 2 enfants, ma vie professionnelle qui est en train de partir en morceaux, ma vie familiale, enfin, il y a vraiment tout qui est en train de péter. J'ai 40 ans et tout ce que j'ai construit, je sens que ça me correspond plus, mais je suis vraiment paumée. À l'époque, je suis enseignante de bricolage et dans les classes enfantines. J'arrive vraiment plus à lutter contre ça. Donc je fais une sorte de prière en disant faut m'envoyer de l'aide parce que sinon dans 5 minutes, je pense que je suis plus là. Là je reçois un téléphone. La personne au bout du fil me demande si je veux me faire du mal. Et je réponds oui. Et cette personne me dit je suis là dans 30 minutes, qu'est-ce que tu fais en attendant ? Et j'ai dit je vais prendre un bain. Ce qui suit, c'est que je me retrouve aux urgences psychiatriques à Vevey. Où il y a une infirmière urgentiste qui me recommande vraiment de choisir moi-même de me faire hospitaliser en urgence à l'hôpital de Nantes. J'accueille ça parce que j'étais aussi à un moment de ma vie où je me dis c'est pas possible que la vie ce soit autant de souffrance en fait. Quand je fais mon sac, eh bien je dois prendre ma cup et mes affaires de menstruation parce que je sais que je vais très bientôt, d'ici un jour ou 2, avoir mes règles. Ce point précis, le fait que Zoé soit très proche de ses règles au moment de son hospitalisation, elle n'y a pas prêté attention sur le moment. Et d'ailleurs, personne ne lui a posé de questions à ce sujet. Et ce n'est que bien plus tard qu'elle fera le lien entre ces 2 événements. Pourtant, rétrospectivement, il y a eu un autre événement qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Un peu de patience, vous allez comprendre. Après 6 jours d'hospitalisation, Zoé rentre chez elle. Elle bénéficie alors d'un suivi de crise. C'est un suivi
où je dois me rendre 1 fois par jour sur le site de Montreux et où j'ai un entretien soit avec un infirmier en psychiatrie, soit avec un médecin assistant qui me propose de me traiter pour une bipolarité. Et puis je lis les symptômes et je me dis ça correspond pas du tout à ce que j'observe de moi. Et je refuse de prendre ça. Et j'ai un traitement très intéressant, à mon avis inventé par un homme, qui s'appelle le PAC. On est emballé dans des draps trempés dans de l'eau gelée. Et puis on nous dit, vous pouvez parler ou pas, c'est comme vous voulez. Et puis quand on parle pas, on nous pose plein de questions. Cet enveloppement humide dont parle Zoé, c'est la technique du PAC ou du packing. C'est une approche que l'on appelle sensorielle et selon certains cliniciens, le PAC permet à la personne de sentir, grâce à la pression et la fraîcheur du tissu, les limites de son corps. Et sentir les limites de son corps, c'est supposément important lorsqu'on vit une crise de détresse psychologique, une décompensation. Honnêtement, je suis un peu étonné d'apprendre qu'en 2016, dans le canton de Vaud, on utilisait encore cette pratique controversée, car elle n'a jamais fait la preuve solide de son efficacité. Elle a suscité en revanche pas mal de préoccupations éthiques, parce que vous l'imaginez, quand vous allez mal, ça peut aussi être plutôt perturbant, voire traumatisant de se retrouver emballé dans des draps trempés d'eau gelée. Mais bon, le packing n'est pas le sujet de cet épisode. J'ai tout de même demandé à Zoé si elle avait mal vécu ce traitement. Moi, j'ai vraiment pris tout ça comme des expériences. Donc, je suis traumatisée de plein de choses, mais pas de ça. Bon, d'un côté le packing donc, et de l'autre ce diagnostic de trouble bipolaire, un diagnostic que Zoé réfute. Le bilan de ce suivi de crise ne s'est donc pas révélé d'une grande aide pour Zoé, parce que sa détresse psychologique persiste. Et environ 20 jours après la sortie de son hospitalisation volontaire, elle se retrouve à nouveau en crise. Elle est réadmise dans le même établissement. Là, je passe Noël, c'est un très beau Noël. Mais vraiment. De nouveau, j'ai mes règles. Mais ça, c'est vraiment après que je me rends compte du lien qu'il y avait, en fait. Moi, je disais, il faut être super lucide quand on arrive là-bas, en fait. Et c'est très violent. Ça rajoute de la violence à la violence pour moi. Mais heureusement que ça existe, parce que sinon, je serais plus là. Donc, on résume. Fin 2016, Zoé va mal. Elle vit une grande détresse psychologique et 2 fois coup sur coup, elle fait des décompensations, donc des crises extrêmes, juste dans les jours qui précèdent ses règles. Vu depuis ici et dans un épisode qui s'intéresse aux troubles dysphoriques prémenstruels, on se dit que ça y est, qu'elle va forcément faire le rapprochement. Mais ça, c'est vu d'ici. D'autant que, comme le dit Zoé, cette question, vous en êtes où dans votre cycle, elle est quand même très simple à poser. Et elle est jamais posée. Bidiou. Donc, pour résumer, on est en 2024 et on a encore un peu de mal à évoquer le sujet des menstruations. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que moi aussi, je me suis dit à un moment que, en tant que sujet masculin, j'étais mal à l'aise face à Zoé pour qu'elle me parle de ses menstruations. C'est dingue, ce tabou. Donc, on parle d'un truc qui touche quand même presque toutes les femmes en âge de procréer. Alors, je me suis dit qu'un petit exercice pédagogique était peut-être utile. Pour moi, en tout cas. Et voici un scoop de dernière minute. On vient d'apprendre que les humains étaient des mammifères. Et pour exister, les mammifères doivent se reproduire. Pour ce faire, les femelles en âge de procréer libèrent dans leur utérus, en moyenne tous les 28 jours, une sorte d'œuf que l'on appelle un ovule. En prévision d'une possible fécondation, la paroi interne de l'utérus s'épaissit pour créer un environnement favorable à une éventuelle grossesse. Si l'ovule n'est pas fécondé, cette muqueuse utérine n'est pas nécessaire. Le corps réagit en l'éliminant, ce qui conduit aux règles. Ok, je vois pas trop pourquoi on en fait toute une histoire, en fait. L'Ancien Testament, en particulier dans le Lévitique, parle des lois de pureté rituelle et stipule que la femme, pendant ses menstruations, est considérée comme impure. Ah bon? Et c'est tout? Les femmes ont longtemps été soumises à des normes et à des attentes strictes en ce qui concerne leur corps. La menstruation était perçue comme une perte de contrôle sur leur corps. Ok, et sinon là, on a fini? Mais pas du tout. Je pourrais vous parler de l'ignorance, du manque d'éducation, des normes sociales, de la pression esthétique, ou encore... Bon, soyons clairs, balançons ce tabou autour des règles à la poubelle. Les règles sont un phénomène indispensable à la vie, donc on va essayer d'en parler librement et sans omettre, c'est un peu le sujet de cet épisode en même temps, que ce phénomène peut être parfois inconfortable, pour utiliser un euphémisme. Pour reprendre le parcours de Zoé, après sa 2e hospitalisation, son état va se stabiliser un peu. Mais quelques mois plus tard, nouvelle décompensation, nouvelle hospitalisation et nouvelle synchronicité avec ses menstruations. Puis,
le temps passe. C'est 2 ans après, en fait, quand je décris à ma psychiatre, je lui avais déjà décrit que j'avais eu mes règles à chaque fois, mais c'est passé un peu inaperçu. Et puis, elle cherchait vraiment le diagnostic à poser sur mes symptômes. Et un jour, elle me contacte, elle dit « Je crois que j'ai trouvé ». Et elle me partage un article de la revue médicale qui date de 2006 ou 2007. Vraiment là, je regarde tous les symptômes et j'ai tout, vraiment les troubles alimentaires, les troubles du sommeil, les tensions mammaires, des choses comme ça, les pensées suicidaires ou les états dépressifs récurrents. Et je me rends compte que j'ai ça en fait depuis très longtemps, mais que ça s'est amplifié à ce moment-là, je pense pour plusieurs raisons de mon environnement de vie. Son environnement de vie, on l'a entendu il y a un instant, c'est notamment un moment de crise familiale et professionnelle, donc une sorte d'accumulation de difficultés qui viennent se superposer avec ce trouble qui, lui, est cyclique. Donc en fait, avant cette crise, Zoé trouvait des ressources en elle pour faire face à sa dysphorie prémenstruelle. Et à ce moment, elle n'y arrive plus. Un autre point qui est intéressant, c'est que Zoé et sa psychiatre identifient son trouble grâce à un article de la revue médicale suisse datant de 2006. Cet article est signé d'un professeur à l'université de Genève, sexologue et spécialiste en gynécologie psychosomatique, nommé Francesco Bianchi de Micheli. Il se trouve qu'avant de rencontrer Zoé, j'avais justement préparé cet épisode avec ce même chercheur clinicien. Et quand il parle des symptômes du TDPM, on a l'impression qu'il est toujours choqué par la réalité de cet enfer. C'est le syndrome en médecine qui a plus de symptômes possibles. Il y en a plus que 150 décrits. En grande ligne, les symptômes physiques sont des douleurs au ventre, des douleurs au sein, tension mammaire, des douleurs qui peuvent être aussi ailleurs et qui surviennent seulement dans ces moments-là. Et un deuxième groupe de symptômes physiques qui sont les symptômes de gonflement, mais en fait des symptômes qui sont de jambes gonflées, sensation de lourdeur, augmentation de poids, et surtout, il y a une grande prédominance des symptômes psychiatriques ou psychiques et qui sont de l'ordre de l'anxiété importante, une labilité émotionnelle, une humeur qui est instable, voire négative. C'est quelque chose de l'ordre d'une sorte de dépression qui dure très peu de temps, mais qui est très marquée. Tristesse, mal-être, anxiété, tout mélangé. Donc vraiment quelque chose de très désagréable, mais aussi des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, parfois une tendance suicidaire, désespoir. Ça dépend du degré de sévérité. Et là, vous entendez comme Francesco Bianchi de Micheli est engagé dans sa description. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit commentaire, de lui dire, mais ce TDPM, c'est l'enfer. Je vais répondre clairement. C'est une souffrance qui est très marquée. Et le problème, c'est que l'entourage, souvent, ne mesure pas, j'y mets aussi le corps médical, la grande souffrance de ces personnes dans ces moments-là, que se cristallise, se manifeste avant les règles et qui disparaissent avec les règles. Mais à chaque cycle, la femme est confrontée de nouveau à ceci et il y a une grande solitude qui s'installe parce que en étant dans une souffrance tellement forte et en même temps n'ayant pas le soutien nécessaire, parfois ces femmes ne sont pas crues. Et là, on retrouve ce concept qu'on aime beaucoup dans Dingue de continuum. Le continuum, c'est génial pour éviter de stigmatiser les troubles, comprendre qu'il n'y a pas d'un côté les dingues et de l'autre les non-dingues. Mais le continuum a aussi son écueil, le fameux « mais oui, on est tous comme toi, on est tous anxieux, on est tous déprimés » ou alors, en l'occurrence, on a toutes des douleurs et des émotions négatives avant nos règles. Et ce genre de réaction n'aide vraiment pas, même si on veut bien faire, même si de prime abord, on pense être aidant et empathique. Comme vient de le dire Francesco Bianchi de Micheli, cette incompréhension crée une double peine, la souffrance et un sentiment de solitude. Alors là, on en parle tranquillement, avec le sourire, mais malheureusement, comme on l'a compris, dans des cas extrêmes, cette incompréhension des proches et du corps médical peut mener à des pensées suicidaires et au pire, à la mort. C'est d'autant plus triste que le trouble dysphorique prémenstruel est un cauchemar face auquel la médecine n'est pas démunie. Autrement dit, une prise en charge existe et elle est efficace dans la majorité des cas.
D'abord, Francesco Bianchi de Micheli nous a dit qu'il faut être certain du diagnostic. Même s'il a l'air clair comme ça, c'est un professionnel qui doit le poser et exclure d'autres troubles. N'oublions pas que le cycle menstruel, ça renvoie à la fertilité, à la maternité, au couple, à la sexualité. On va dans beaucoup de directions extrêmement complexes de l'être humain qui peuvent expliquer un trouble qui se trouve à ce creusement-là et qui finalement n'est pas le trouble, mais c'est quelque chose d'autre qui se manifeste là. Donc, le TDPM se situe à l'intersection de plusieurs domaines sensibles dans la vie d'une femme. Et c'est pour ça qu'un diagnostic précis est essentiel, parce qu'il peut parfois être confondu avec d'autres troubles. Une fois que le diagnostic est posé, et qu'on est bien certain d'avoir affaire à un trouble dysphorique prémenstruel, la prise en charge est à 2 niveaux. Le premier niveau est ce que l'on pourrait appeler de la médecine douce, sans médicaments, mais pas sans effort. L'activité physique, les études l'ont montré clairement, c'est quelque chose qui est certainement très efficace pour la prise en charge du trouble dysphorique prémenstruel. Alors, il ne suffit pas juste bouger un peu. Malheureusement, entre guillemets, il faut une activité physique intense. On sait qu'une préparation par exemple, à un marathon est clairement utile. Mais sans aller jusqu'à là, il faut savoir qu'il faut une activité physique intense. Donc, s'entraîner au moins 3, 4 fois par semaine, 4 c'est mieux. Et 5 c'est encore mieux. J'ai posé la question de l'activité physique à Zoé. Le sport, c'est clair que ça va beaucoup mieux. Si je vais à mon cours de pilates, ça va beaucoup mieux. Mais simplement, pour ça, il faut déjà être bien puis arriver à sortir de son lit. Quand on est en dépression sévère, c'est pas possible de demander à quelqu'un d'aller faire du sport. Mais oui, levez-vous, allez à la salle ou allez courir. C'est clair que le sport, ça n'est pas toujours possible, en tout cas pendant la période prémenstruelle et selon la sévérité des symptômes. Mais on l'a compris, chez Zoé, ce TDPM s'est révélé ingérable dans une période difficile, donc où globalement elle traversait aussi une dépression, ce qui, soit dit en passant, ne facilite pas le diagnostic. Donc, le sport est très important, mais pas juste un peu de sport en passant. Si on veut que l'effet soit marqué, il faut suivre un entraînement sportif intensif. Mais il n'y a pas que ça. Deuxième chose, c'est l'alimentation. Il faut clairement, malheureusement, moi je suis sexologue à la base, enlever les choses qui font plaisir, certaines en tout cas, notamment le sucre rapide, le sucre comme le dessert, malheureusement, sont des aliments qui augmentent les symptômes. Il faut les diminuer de manière drastique. Donc le sucre, le sel, le café n'est pas très bon non plus, malheureusement, mais c'est sûr que si on diminue surtout le sucre et le sel, vous avez un résultat qui peut être tout à fait mesurable. Ensuite, il y a des compléments alimentaires, ou plutôt des vitamines, ou des autres compléments qui sont connus pour être fonctionnels et utiles, notamment le calcium, le magnésium, la vitamine B6 et la vitamine E. C'est clair que le calcium et le magnésium diminuent les symptômes, donc ça vaut la peine de le faire. Des autres choses étaient étudiées, ça ne vaut pas la peine. Donc, avec, disons, un changement des systèmes de vie, activité physique, plus ces changements alimentaires, on peut obtenir de très bons résultats. Assez étonnant, non ? On a des masses d'études qui démontrent dans la plupart des cas l'inutilité, voire les risques à prendre certains compléments alimentaires. Mais pour ce TDPM, il y a donc un avantage à prendre quelques semaines ou mois certains compléments, sans oublier d'être aussi proactif sur les changements alimentaires ainsi que sur l'activité physique. Donc là, on vient de détailler le premier niveau de prise en charge avec lequel, comme vient de le dire Francesco Bianchi de Micheli, on peut obtenir de très bons résultats. Pour le dire autrement, pour certaines femmes, ça règle le problème. Et pour d'autres, non. Dans ce cas, il faut passer au deuxième niveau, qui est un niveau pharmacologique. Et là, ma première idée, on va dire intuitive, c'est la pilule sans règle, la pilule qui bloque le processus d'ovulation. La pilule est très peu utile, voire pas du tout, parce qu'elle n'agit pas directement sur le cerveau. Il bloque le révélateur, mais le problème est quand même là. La sérotonine est basse, donc il y a des symptômes qui apparaissent, et à plus à certains moments. Je vous avoue que ça m'a étonné, cette relative inefficacité de la pilule sans règle. Tout simplement parce qu'une amie m'avait dit que ça l'avait aidé pour son TDPM. Bon,
Francesco Bianchi de Micheli est tout de même archi qualifié, environ 2 millions de fois plus que moi, notamment professeur à l'université, bref, il sait de quoi il parle. Comme j'ai voulu en avoir le cœur net, j'ai été chercher des études, voire même des méta-analyses, c'est-à-dire des études qui compilent des séries d'études. Il y en a une parue en juin 2023 qui fait partie des publications Cochrane, donc une référence dans ce que l'on appelle la médecine basée sur des preuves. Cette étude conclut que ce type de contraceptif peut améliorer les symptômes prémenstruels chez les femmes atteintes de TDPM, mais de manière très modérée. L'article parle de preuves de faible qualité et aussi des effets indésirables de ce type de pilule. Donc en gros, si ça a aidé mon amie, elle a eu de la chance. Elle fait partie de celles chez qui c'est efficace. Mais pour un chercheur clinicien comme Francesco Bianchi de Micheli, ça n'est pas une bonne piste. Il a dit autre chose de très intéressant d'ailleurs, sur les hormones qui influencent nos humeurs. La sérotonine est basse, donc il y a des symptômes qui apparaissent et à plus à certains moments. La sérotonine est basse. Et là, on ouvre le capot et on observe le moteur du TDPM. Ce moteur, c'est le cerveau. Le cycle menstruel fait varier les niveaux d'hormones, comme les œstrogènes et la progestérone. Ces fluctuations hormonales influencent le niveau de sérotonine. Et quand ce niveau est bas, la neurotransmission dans le cerveau est affectée. On pourrait dire, même si c'est simplifié, que la sérotonine est l'huile qui lubrifie les rouages du cerveau. Et donc, ce faible taux de sérotonine peut contribuer aux symptômes anxieux et dépressifs. Cette explication ouvre la voie au deuxième niveau de prise en charge du TDPM. Il faut agir sur le cerveau et notamment donner des médicaments qui augmentent le tonus sérotoninergique. Certains antidépresseurs, le mécanisme d'action, c'est augmenter la sérotonine. On donne cette famille de médicaments-là pour obtenir le résultat. Alors, il est important de faire comprendre à la patiente qu'elle n'est pas dépressive, qu'elle n'a pas de dépression, mais qu'on utilise les mécanismes d'action pour agir sur les mécanismes qui sont à la base du problème. Et moi, j'adapte les thérapies au cycle menstruel. Donc, on peut donner ça focalisé dans certains moments du cycle pour éviter que les syndromes apparaissent. Et là, je dois dire que les résultats sont flagrants dans la plupart des cas. Une fois encore, on ne peut que regretter que cette famille de molécules qu'on appelle les ISRS, donc les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ne soient connus dans le grand public que par leur petit nom d'antidépresseurs. Évidemment, il n'y a pas de honte à avoir une dépression, mais on l'a dit dans d'autres épisodes, ce type de médicament est prescrit pour beaucoup de troubles. Le trouble anxieux, les TOC par exemple, et sans doute parfois abusivement aussi, mais là c'est pas le sujet de l'épisode. En tout cas, les ISRS sont souvent pris avec beaucoup de résistance à cause de leur petit nom d'antidépresseurs. Un truc très étonnant, c'est que les ISRS sont connus pour avoir un effet sur le ou la patiente qu'après quelques semaines. Or, dans le cas du TDPM, il est possible, comme vient de l'expliquer Francesco Bianchi de Micheli, de ne les prendre que dans la période prémenstruelle. Pour l'instant, et vu la sévérité des symptômes qu'elle a vécus, Zoé les prend de manière continue. Je crois que ça fait 5 ans maintenant que je prends cet antidépresseur. Ou des antidépresseurs, c'est peut-être pas 5 ans que je prends celui-là, mais j'ai vraiment senti mes nerfs se reconstruire. Et une sorte de brume s'enlever de mon cerveau. Jamais de ma vie je m'étais sentie comme ça. D'avoir accès à mes compétences, à être lucide, à avoir beaucoup moins d'angoisse, puis à pouvoir travailler. À pouvoir me dire, ok, maintenant j'ai suffisamment d'énergie vitale pour aller au sport, pour faire gaffe à mon alimentation, etc. Depuis le début de Dingue, c'est peut-être le témoignage le plus positif que j'ai entendu sur les ISRS. Quand je lui ai fait remarquer ça, elle m'a simplement dit... C'est peut-être ça qui me fait me dire que c'est le bon médicament. Et c'est vrai que cette famille des ISRS est assez nombreuse. Et parfois, il y a des tâtonnements plus ou moins délicats avant de trouver la molécule qui nous convient. Et puis, on n'a pas toujours le pied de Cendrillon qui trouve exactement sa pantoufle de verre. Parfois, on ne trouve pas la bonne molécule au bon dosage. Mais de toute évidence, Zoé l'a trouvée. Reste la question des PSP, les petits super pouvoirs acquis par Zoé au travers de son expérience. Et pour Zoé, c'est toute sa vie professionnelle qui a changé, dans la mesure où aujourd'hui, elle tourne autour de la Lune, ou des lunes, puisque son activité professionnelle s'intitule ainsi, Lune au pluriel. Si vous voulez en savoir plus, vous la trouverez rapidement sur Internet avec son pseudo Zoé Zazie Zelos. Revenons à elle, justement.
Je pense que dès le départ de toute cette histoire, je me suis dit, ok, je suis pas coupable d'être malade. Par contre, je suis responsable d'aller bien. Donc, je vais creuser, je vais chercher. J'ai créé cet outil-là du mandala lunaire et puis j'ai beaucoup partagé ça avec ma psychiatre. J'ai montré tout ce que je faisais. Chemin faisant, il y a une gynécologue qui est venue me rencontrer pour voir ce que je faisais, des gens qui m'ont demandé de transmettre mes outils. Alors là, vous voyez pas ma tronche, mais le terme de mandala lunaire m'a fait pousser un grand point d'interrogation au-dessus de la tête. Donc le mandala lunaire est une sorte de cadran divisé en 28 quartiers, ou un peu plus parce que toutes les femmes ne sont pas réglées sur 28 jours, et chaque jour, les utilisatrices sont invitées à y écrire quelques auto-observations. J'ai cette feuille à côté de mon lit sur une sorte de cartable avec un stylo, et puis c'est une toute petite case par jour, donc faut pas s'étaler non plus. Et je note mes symptômes. Je sais pas, comme moi, par exemple, un de mes symptômes, c'est le sommeil. Je mets réveil 4 heures. Je mets peut-être si j'ai eu des fringales dans la journée ou pas. Comment ça a été d'un point de vue relationnel. Est-ce que j'ai eu des tensions dans les seins ou pas. Mon moral, je mets un petit plus, un petit moins. Découvrir ce que c'est que la cyclicité consciente, c'est-à-dire de menstruer en conscience, et puis de comprendre que quand j'ai mes règles, le repos il est bon, puis que c'est un moment où je vais peut-être avoir des idées pour améliorer mon quotidien ou aller vers des projets, et puis que juste après les règles, je vais être pleine d'énergie, et puis que ça va me permettre d'abattre beaucoup plus de travail de façon plus efficiente, qu'au moment de mon ovulation, je peux célébrer la chouette personne que je suis, et puis que juste avant les règles, s'il y a des trucs qui m'énervent, je prends note, mais je n'aggrave personne contre le mur. Puis le cycle d'après, je vais bouger mon curseur, le curseur de mes limites. Bon, alors évidemment, en tant qu'homme, je ne peux pas complètement mesurer l'impact d'un outil comme ce mandala lunaire, mais cette idée de menstruation en conscience paraît assez brillante. Pour employer un anglicisme, ça me semble être un bon outil d'empowerment, c'est-à-dire un renforcement qui donne les moyens, les compétences et la confiance nécessaires pour prendre le contrôle de sa vie. En gros, une menstruation qui guide plutôt qu'une menstruation subie. Ça me rappelle cet adage latin, fata volem tem. Ben voyons, fata volem rien du tout. T'es pas là pour étaler ton Wikipédia en latin. Ah bah, je vous avais presque oublié, vous. Bref, c'est un adage qui dit que le destin guide celui qui l'accepte et il traîne celui qui le refuse. Moi, je trouve ça pas mal. Bon, mais c'est pas tout. Dans l'idée de briser les tabous qui entourent les règles, Zoé fait aussi des créations artistiques originales. Je fais des illustrations qui sont sur un format de patron de serviette hygiénique, en lien avec des archétypes assez forts comme Médusa. Pour moi, c'est vraiment l'archétype prémenstruel Médusa. Cette énergie monstrueuse, mais qui peut aussi être quelque chose de divin dans le sens de sage, de pas pétrifier tout le monde. Je fais des dessins comme ça que je fais imprimer sur du coton bio, et puis j'en fais des serviettes hygiéniques lavables pour avoir de l'art jusqu'au fond du slip, puis justement être en contact intime avec du beau dans ce moment où peut-être on s'aime pas trop, ou avec lequel on n'est pas confortable, parce qu'il y a encore ce tabou de c'est sale, c'est dégoûtant, etc., alors que c'est pas le sang de la mort, mais c'est le sang de la vie. C'est le moment d'évoquer nos échanges qui sont toujours assez riches sur nos deux vecteurs, dingue@rts.ch et sur WhatsApp par texte ou audio au 076 517 00 39. Parfois j'ai du retard pour vous répondre et je vous demande de bien vouloir m'en excuser. Des fois, je suis juste sous l'eau ou alors, plus récemment, en vacances. Quoi qu'il en soit, il y a 3 semaines, nous parlions des troubles psychosomatiques avec le témoignage de Léa qui vous a touché. Il y a notamment le message de Daniela qui nous dit « Merci pour ce fantastique épisode sur les troubles psychosomatiques. Je suis ostéopathe et je trouve aussi que beaucoup de troubles musculaires ou de douleurs fonctionnelles ont une composante psychosomatique. Mais c'est toujours si dur à expliquer sans taper dans le récif du « c'est dans votre tête ». Je vais transmettre cet épisode à mes patients.
D'autres retours sur le même épisode. Il y a Patricia qui dit « Merci à Léa pour son témoignage. Elle nous démontre que les épreuves, loin de l'avoir détruite, l'ont enrichie. C'est bon de l'entendre pour garder courage et espoir quand on est au milieu des sables mouvants. » Merci Patricia et courage pour les sables mouvants. Et puis il y a Bérangère dont je vais résumer fortement le message. Elle nous dit « Je voulais réagir au témoignage de Léa à qui j'envoie beaucoup de force. Nous avons la joie de partager cette merveilleuse entre guillemets maladie de Crohn. Plus précisément, je souhaitais accompagner son témoignage du mien, ayant aussi le sentiment d'avoir vécu une aventure psychosomatique. Je ne parle pas de troubles à dessein. L'aventure psychosomatique peut nous obliger à mettre le nez dans notre caca, rendant toute esquive impossible. En ce sens, je suis reconnaissante d'avoir vécu cette expérience psychosomatique. Merci Bérangère, merci à tous et à toutes de vos retours. Je vous rappelle au passage le principe de la salade de prénoms dans ces retours, à moins que vous m'ayez explicitement autorisé à utiliser votre vrai prénom. J'utilise un pseudonyme pour vous anonymiser. Le prochain épisode concerne plein de dingues parce qu'ils l'ont vécu. On essaiera de comprendre pourquoi. C'est le harcèlement scolaire avec le témoignage de Lucie. Ce sera dans 15 jours, vraiment dans 15 jours, c'est-à-dire exceptionnellement un mardi, le mardi 12 mars. Encore une histoire de salade, mais une salade de production cette fois. Donc rendez-vous mardi 12 mars. D'ici là, ayez une vie dingue.